bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La population de la région du Bélier se sont mobilisées ce samedi à Toumoudi pour une cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part à l'événement. Le Bélier est reconnaissant au chef de l'État pour ses actions de développement. Les pèlerins ivoiriens en Arabie Saoudite sacrifient au rite du Hajj. Ils ont visité ce samedi le mont Arafat. Ce moment le plus intense du Hajj a été marqué par des prières et recueillements. Cette visite sur le mont Arafat a été couronnée par une cérémonie officielle qui a vu la participation de plusieurs autorités et des centaines de pèlerins. Tout est bien qui finit bien. Les Ivoiriens arrêtés en Tunisie le 4 août dernier et convoyés dans le désert ont été libérés. C'est le fruit de l'action menée par le gouvernement ivoirien saisi par cette affaire et qui a mis tout en œuvre pour obtenir leur libération. Au nombre de 46 Ivoiriens arrêtés au départ, ils ont été libérés par vagues successives. Le sang a coulé ce samedi à Benghazi, dans l'est de la Libye. 2 membres du personnel de la mission de l'ONU ont été tués dans un attentat à la voiture piégée. 8 civils, dont un enfant, ont été blessés. Cette attaque survient moins d'1 mois après un attentat similaire dans la même localité. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous vous invitons à effectuer un voyage littéraire dans la page culture de ce samedi. C'est un voyage auquel nous convie notre invité pour scruter des pans de sa vie à travers son œuvre Tranche de vie d'Agamé à New York. C'est un recueil de nouvelles qui nous entraîne entre rire et larmes dans l'univers d'une famille exceptionnelle. C'est la famille Diarra. Notre héroïne est Alissa Diarra. Elle nous relate ses belles aventures pleines de rebondissements. Quand la joie et la peine font bon ménage, à quoi faut-il s'attendre? On en parle avec notre invité. Bonsoir Aminata Koné-Cissé. Bonsoir. Alors ce soir, vous avez décidé de nous convier à un voyage d'Agamé à New York. Oui. Un voyage à l'issue duquel chacun tirera des leçons. Tranche de vie est donc un livre témoignage, mais surtout un livre d'hommage à votre défunt père. Absolument. Voilà, j'ai tenu à rendre hommage à ce monsieur-là qui m'a aimé, qui a aimé mes sœurs, mon frère, d'un amour incommensurable, d'un amour tellement fort. Et quand il est parti, je me suis dit, j'aurais pu lui dire certaines choses de son vivant, mais le plus beau témoignage, c'était de le mettre en livre pour que le monde entier sache que c'était un homme exceptionnel. Et ce soir, le monde entier qui nous regarde saura pourquoi votre père a été un homme exceptionnel et surtout ce qu'il a semé en vous. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Madame Aminata Koné-Cissé. Merci, à tout à l'heure. Vous restez pour le moment avec nous. On va ouvrir ce journal dans la région du Bélier où les populations se sont mobilisées ce samedi. Elles ont organisé à Toumoudi une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Ces populations sont reconnaissantes au chef de l'État pour ses actions de développement dans leur région. On note notamment que plus de 50% des réseaux routiers est en traitement et le financement est déjà disponible pour la route de Kwegbo. On note notamment donc que toutes ces actions ont été saluées par ces populations qui se sont mobilisées autour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui bien sûr a pris part à l'événement. Le reportage d'Herman Guivet vous sera proposé dans nos prochains journaux. Et selon les organisateurs, plus de 20 000 personnes ont effectué le déplacement de Toumoudi pour cette cérémonie d'hommage au président de la République. Et personne ne voulait se faire raconter cet événement. L'ambiance de cette mobilisation des populations du Bélier nous est rapportée par Léon Bro. Stade municipal de Toumoudi ce samedi 10 août. À toutes les entrées, les files d'attente et les fouilles n'entament rien la patience des populations. Elles sont venues d'Atiéguakro, Yamoussoukro, Didiévi, Djekanou, Tiébissou et d'autres régions. Le défi à relever, témoigner au chef du gouvernement le développement impulsé par le président Alassane Ouattara à la région du Bélier. La route menant de Tiébissou à Didiévi, c'est un ouvrage du président de la République. Une route que nous attendions depuis de longues décennies. C'est grâce au président Alassane Ouattara que le tronçon entre Yamoussoukro et Atiéguakro a été bitumé. C'est grâce à lui que nous avons eu la commune d'Atiéguakro dont je suis maire aujourd'hui. Franchement, il a travaillé pour nous. On reconnaît. Oui, on reconnaît. Franchement, on le reconnaît. Donc on attend aujourd'hui pour le magnifier. Nous sommes forts d'une délégation de plus de 1000 personnes
Nous sommes venus nombreux pour célébrer un grand homme. Un monsieur qui, de par toutes ses actions de développement, nous montre que le vrai héritier du président Félix Houphouët-Boigny, c'est le président Alassane Ouattara. Cette mobilisation pour le développement, aussi pour les organisateurs d'affirmer l'adhésion de la région du Bélier aux idéaux de rassemblement, de cohésion et de paix prônés par le chef de l'État et son parti, le RHDP, et l'objectif est atteint, faisant même présager de la victoire du RHDP aux prochaines échéances électorales. On est allé au-delà de 10 000 personnes parce que nous avions installé 10 000 chaises et vous avez vu dans la main courante toutes les personnes qui étaient là. Nos parents ont compris que leurs enfants qui sont au gouvernement ou dans des structures de l'État ne sont pas là pour créer la division. Au contraire, nous sommes riches de notre diversité et nous voulons le proclamer haut et fort. Nous sommes avec lui. Les élections de 2020, il n'y aura pas deuxième tour. Un seul tour. Le RHDP passe. Plus de 20 000 personnes ont mobilisé sur les 10 000 attendus, raison de cette assurance des cadres du parti pour qui cette mobilisation test marque le départ d'une opération de ratissage dans la région du Bélier pour le compte du RHDP. L'ambiance était aussi bon enfant ici à Abidjan, précisément la grande chancellerie qui a distingué au lendemain de la fête nationale 111 personnalités. Leur travail, leur mérite ont été reconnus au sommet de l'État. Issus de divers corps de métier, ces personnalités ont été décorées par la grande chancelière Henriette Diabaté. Et lors de la célébration, elle a invité les populations à maintenir la flamme de la paix allumée et à privilégier surtout l'intérêt national. Francis Boifou. Pour service rendu à la nation, ces acteurs de la société civile, du secteur privé et de l'administration publique reçoivent des distinctions de l'État. Aux côtés de la grande chancelière, Henriette Dagri et Diabaté, pour témoigner la reconnaissance de la nation à 111 personnes, des présidents d'institutions ou représentants, ainsi que des membres du gouvernement. C'est une invite à faire plus et mieux ce que nous faisons déjà, et je pense que nous allons nous engager pour cela. Je voudrais à cet instant solennel qui marque la reconnaissance de l'État à la modeste contribution que j'ai pu apporter à d'autres pays, traduire toute ma gratitude et toute ma reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Pour la grande chancelière, ces récipiendaires sont des exemples d'abnégation pour l'ensemble des Ivoiriens. Le 13 mars 2016, lors de l'attentat des djihadistes, nous avons aidé des vies, les gens l'ont su, ils nous ont rappelé cela, nous sommes fiers, nous sommes très heureux. Une joie qui nous anime. Aujourd'hui, nous sentons que le travail, ça paye. Cette décoration qui a eu lieu le 8 août dernier, soit 24 heures après les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, invite les récipiendaires à toujours œuvrer pour le développement de la nation. Et cela dans un esprit de paix, comme le recommande la grande chancelière. La paix retrouvée est, à n'en pas douter, notre atout le plus précieux. Un trésor à jalousement protéger. Chacun, partisan ou adversaire de la politique officielle, peut en toute honnêteté constater les effets bénéfiques de la paix. Un comportement de paix demande de la volonté. Alors soyons volontaires. Il demande la persévérance. Alors soyons persévérants. Il demande la franchise et le respect de l'autre. Alors soyons francs et respectueux. Bref, ayons le courage de la paix. La paix, point besoin de le rappeler, est le gage de tout développement. Préservons-la. Les pèlerins ivoiriens en Arabie Saoudite s'illustrent aussi de fort belles manières. Ils sacrifient au rite du Hajj. Ils ont visité, vous allez le voir ce samedi, le mont Arafat, le mont de la miséricorde, qui a été marqué par une cérémonie officielle que nous rapporte Abdoulaye Koné, notre envoyé spécial en Arabie Saoudite.
C'est par une psalmodie du Saint-Coran que la cérémonie officielle relative à la tradition prophétique de l'ascension du mont Arafat a débuté. L'imam Bachir Ouattara a remercié le chef de l'État pour son soutien indéfectible au commissariat du Hajj. Salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Premier ministre et tout le gouvernement pour leur soutien au niveau de l'organisation des pèlerinages et pour le Hajj en particulier. Donc grâce à leur contribution, à leurs efforts, nous sommes dans ce confort. Comme vous constatez, il fait très chaud ici, mais nous sommes sur une tente bien climatisée. Donc ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'efforts. Nous faisons que des prières pour eux, la santé, la prospérité et la paix en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur, le consul général de la Côte d'Ivoire à Djeddah, s'est quant à lui fendu de satisfaction. Nous avons loué Dieu, nous avons salué l'engagement des autorités à nous épauler, à nous faciliter ce rituel qui est la quintessence même du Hajj. Et alhamdoulilah, Dieu a permis que tous les pèlerins soient réunis ici aujourd'hui. Nous en sommes satisfaits et nous demandons à Dieu de faciliter le reste du séjour des pèlerins en Terre Sainte et qui retournent dans la paix totale en Côte d'Ivoire. La rencontre, qui a vu la participation d'un grand nombre de pèlerins et d'imams, s'est achevée par une série de bénédictions. La visite sur le mont Arafat constitue le moment le plus intense du Hajj, moment marqué par des prières et recueillements. Notre envoyé spécial, Abdoulaye Koné, nous replonge donc dans ce moment de prière et sur les flancs du mont Arafat. Hajj Mabrour, Inch'Allah. Hajj Mabrour, Inch'Allah. Visiter le mont Arafat est l'un des moments les plus importants du pèlerinage à la Mecque. Venus des 4 coins de la planète, des fidèles musulmans y affluent pour obtenir l'absolution de leurs péchés. Je me sens si légère parce que je sais que je viens de me faire pardonner tous mes péchés, même les plus impardonnables. Je continue à être musulmane et je continuerai à rester musulmane tout le temps. Nous sommes au pied du mont Arafat, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé aussitôt au pied du mont pour faire des bénédictions, afin que pour tout le peuple et puis pour toute la nation, pour tout le monde entier. Hommes, femmes, jeunes et adultes de toutes races confondues, tous se pressent pour se faire une place sur le mont Arafat, comme pour se montrer à Allah afin d'implorer sa clémence. Même les stars du football ne dérogent pas à la règle. C'est inexplicable. Franchement, il faut être sur place pour vraiment voir ce qui est le Hajj. Tout jeune musulman qui a la possibilité de venir faire le Hajj, il ne faut pas qu'il hésite. Après avoir confié leurs craintes et leurs espoirs à Allah, les pèlerins vont mettre le cap sur Mousdalifa, où ils passeront une nuit avant de rejoindre la station de Mina pour la lapidation des stèles. Les musulmans en Côte d'Ivoire comme ailleurs se préparent à célébrer la fête de la Tabaski, Oulaïd el-Kébir. La fête aura lieu demain dimanche. Pour cette fête de partage, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté n'oublie pas les familles démunies et les victimes des crises survenues dans notre pays. La 3e édition de l'opération Tabaski Plaisir est donc lancée depuis aujourd'hui. 200 familles ont reçu des kits alimentaires. Jamagagi Sachonayo. Des kits composés de 3 kg de viande fraîche, de riz, d'huile et de tomates remis à plus de 200 familles musulmanes démunies et victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Plaisir Tabaski, c'est le nom de ce projet initié par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté en cette période de fête de Tabaski. Je souhaite une très bonne fête de Tabaski à Madame le ministre. Elle a toutes nos bénédictions. La ministre Mariatou Koné, représentée par le chef de cabinet, a réaffirmé l'engagement du ministère de tutelle à soulager les victimes et faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. L'opération Plaisir Tabaski, qui s'inscrit dans un cadre de la solidarité du gouvernement à l'égard des familles démunies, veut apporter un soutien en vivres pour permettre à des familles démunies de célébrer dans la gaieté cette grande fête musulmane. L'initiative Plaisir Tabaski du ministère en charge de la solidarité est à sa 3e édition.
Les musulmans à l'intérieur du pays ne sont pas oubliés. Ce sont 13 chefs traditionnels du département de Ouangolodougou pourront célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. Ils viennent de recevoir des dons du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, qui souhaite que ces chefs fassent de cette fête un moment de prière intense pour notre pays. Kader Sogodougou. Bien se vêtir le jour de l'Aïd el-Kébir, paraître le plus beau et le plus apprécié de tous. Tel est le vœu cher du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, actuellement en pèlerinage sur les terres saintes d'Arabie Saoudite pour ses parents chefs traditionnels de tous les départements de Ouangolodougou. Ils sont 86 au total. Chacun d'eux a reçu du basin blanc et une enveloppe, dont remis par le député de la circonscription. La Tabaski, c'est un moment de joie et de bonheur chez nous ici dans notre région. Donc il faut aussi en tenir compte et c'est pourquoi d'ailleurs le ministre nous a chargé de faire ce don-là pour fêter dans la gaieté. Un geste apprécié par les garants de la tradition. Je remercie le ministre des Affaires présidentielles, je remercie le député de Ouangolodougou. Je souhaite que la Tabaski sera bonne pour tout le monde et surtout longue vie à tous. Le préfet du département de Ouangolodougou, Jean-Pierre Souris, a invité l'ensemble des chefs traditionnels à demeurer en prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Et notez que ce sont précisément 86 chefs traditionnels du département de Ouangolodougou qui ont reçu ces dons du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Et en raison de cette fête de la Tabaski, le dimanche et le lundi sont déclarés jours fériés sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité également, l'ouverture officielle des guichets emploi dans les différentes localités se poursuit. Ces guichets emploi, initiés dans le cadre du plan social du gouvernement PS-Gouv, vont permettre de recenser les demandeurs d'emploi en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a officiellement ouvert le guichet emploi de la commune de Songo. Ce guichet permet aux jeunes de bénéficier des opportunités d'emploi à travers le programme social du gouvernement. Il fallait que les jeunes puissent récupérer, il fallait qu'ils arrivent à venir s'inscrire, à venir collaborer, à venir écouter les agents du guichet emploi et voir quelles opportunités qu'ils ont pour les jeunes. Le guichet emploi devrait résoudre les problèmes liés à l'apprentissage, la formation qualifiante et le financement de projets. La présente cérémonie a par ailleurs pour finalité de procéder à l'ouverture du guichet emploi de la commune de Songo dans la perspective de faciliter l'accès de l'offre de services à l'agence emploi jeunes aux jeunes de notre collectivité locale. Les guichets emploi sont des représentations de l'agence emploi jeunes dans toutes les communes. 201 seront ouverts sur toute l'étendue du territoire national. Dabou, région des Grands Ponts. Ici, la question de l'emploi est une préoccupation. C'est donc avec satisfaction que les populations accueillent leur guichet emploi. Place du jardin public donc, force vive et les jeunes en première ligne sont venus aux côtés du ministre de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac Day, fils de la région, saluer cet outil de développement local. Une satisfaction traduite par le maire Niagne Claude qui s'est engagé comme partie prenante. Une visite donc sur le site pour l'ouverture officielle. Le dispositif est expliqué. Le guichet emploi jeune est la matérialisation du programme social du gouvernement. 500 000 jeunes de Côte d'Ivoire sont concernés sur la période 2019-2020, en 12 mois, au montant de 141 milliards de francs CFA. Notons qu'après Dabou, les communes de Jacquesville et Grain-Laou lanceront leur guichet emploi les jours à venir. Programme social du gouvernement. L'État, dans sa politique d'emploi, se rapproche des populations. Le guichet emploi jeune de Boisfly dans la région de la Maraoué, désormais ouvert. Il permettra aux jeunes de la région de s'inscrire sur le fichier national en vue de l'obtention d'un emploi. Les animateurs du guichet emploi ont donc pour mission d'accueillir, informer, orienter les demandeurs d'emploi sur les opportunités d'insertion professionnelle selon leurs besoins et leurs profils respectifs. Les jeunes de 18 à 40 ans voient à travers l'ouverture du guichet emploi jeune une réponse à la question de leur insertion socio-professionnelle.
Et c'est dans ce contexte de l'ouverture des guichets emploi en Côte d'Ivoire que notre pays a célébré le 7 août dernier sa fête nationale. Je vous propose de revenir dans ce 20h sur les festivités dans les différentes localités avec nos reporters. Place de l'Indépendance dans la ville d'Odiéni. Les populations de la capitale de la région du Kabadougou sont sorties nombreux pour assister au traditionnel défilé des forces vives de la localité. La célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays. Occasion pour le préfet de région Goun Germain François de réaffirmer la volonté du gouvernement à répondre aux préoccupations des populations. Il a également salué la réhabilitation des pompes hydrauliques dans toute la région du Kabadougou. À Daoukro, chef-lieu de la région de Lifou, le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été l'occasion d'une forte mobilisation des populations. Entre le grand défilé auquel toutes les composantes de Daoukro ont pris part et l'adresse du préfet par intérim, les populations ont pu mesurer tous les défis qui attendent la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Daoukro, rappelle le préfet par intérim, n'y échappe pas. Les élections de 2020 en perspective, la lutte contre l'orpaillage clandestin et le processus d'acquisition du certificat foncier. Les populations du département d'Ara, dans la région du Moronou, ont célébré avec faste le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Outre le grand défilé qui a marqué cette cérémonie, les populations étaient très heureuses de communier avec leur premier préfet, Djezou Kona. Attentive au conseil du préfet, les populations d'Ara s'engagent donc à œuvrer dans l'union, la paix et le travail pour figurer parmi les lauréats de la journée de l'excellence en 2020. Les populations de la capitale du pays, Niambois, ont célébré dans la ferveur le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de préfecture, préfet par intérim du département de Zoukoubé, Kazimignou, a livré le message du gouvernement. Le secrétaire général a noté d'importantes réformes structurelles et sectorielles engagées par le gouvernement. Il a aussi appelé les uns et les autres à tourner le dos aux ventes illicites de forêts. Un défilé de toutes les couches socio-professionnelles a meublé cette commémoration à Zoukoubé. C'est la place de la République de Vavois qui a accueilli la commémoration du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Les populations sont sorties massivement des villages de la sous-préfecture pour prendre part au défilé. Lors de son allocution, le préfet du département de Vavois, Légré Koukounion, a appelé à la cohésion sociale. Le défilé civilo-militaire a mis fin à la cérémonie de commémoration des 59 ans de la Côte d'Ivoire à Vavois. À Sinématiali, c'est dans une ville en pleine métamorphose qu'a été célébré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet du département, Jean-Paul Cablan, a invité tous les cadres à œuvrer en faveur de la réconciliation et du vivre ensemble. Aux parents d'élèves, il a demandé un effort surhumain au profit de l'école obligatoire afin d'améliorer les résultats scolaires en baisse cette année dans le département de Sinématiali aux examens à grand tirage. Le département de Kwasi-Kwasi-Kourou, dans la région d'Oumzi, n'est pas resté en marge de cette célébration. Forte mobilisation des populations sorties pour exprimer leur engagement à soutenir le président de la République et son gouvernement dans leurs œuvres de développement. Nguessan Kwaku Germain, préfet de Kwasi-Kwasi-Kourou, a fait un tour d'horizon de l'actualité du pays. Il a invité par la suite ses administrés à l'unité. La cérémonie s'est achevée par un défilé. À Coupé, deuxième ville de la région de la Mai, aux couleurs du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le préfet du département, Andjoukwa, a salué les nombreuses actions du président de la République en faveur des populations et mis un accent particulier sur les examens à grand tirage. Le gouvernement a décidé de mettre à la disposition des deux régions de la Mai et de la Yébi-Tiassa une enveloppe de plus de 44 milliards de francs CFA pour aider au développement de l'agriculture dans ces régions. Le préfet Ando Tano, préfet du département de Gbéléban, est revenu sur les acquis de la Côte d'Ivoire au plan économique et sécuritaire. Avec la construction du poste de police frontière et du plus grand commissariat de Côte d'Ivoire à Gbéléban, le programme social du gouvernement est une réalité. Ces populations du département de Gbéléban sont invitées à demeurer dans la stabilité et la paix. Située dans le département de Bouna, la sous-préfecture de Kotouba a commémoré le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration qui a été l'occasion pour le sous-préfet Patrick Seri Eta
d'exhorter sa population à la tolérance et à toujours se référer à la justice en cas de divergence, surtout lors des conflits fonciers et des conflits entre agriculteurs et éleveurs. L'administrateur civil a rappelé les efforts consentis par le chef de l'État et son gouvernement pour le développement de la nation ivoirienne. Les populations ont apporté une note de gaieté avec un défilé. Nous poursuivons notre périple dans ce 20 heures pour revivre l'ambiance de la fête nationale célébrée le 7 août dernier. Place de l'indépendance de Méagui, parée aux couleurs du drapeau tricolore ivoirien. Les populations venues de toutes les bourgades de la localité se sont précipitées à cette grande place pour ne rien manquer des festivités de l'an 59. Des festivités marquées par la parade des forces armées et des associations. Jacques Atrinicho, préfet de la ville de Méagui, a salué la politique sociale du gouvernement et par la suite a exprimé sa gratitude au chef de l'État et son gouvernement pour ses actions de développement à Méagui, notamment le commissariat et l'hôpital général qui sortent des terres. Taï, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres localités, n'a pas voulu déroger à la règle nationale de célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président de cette cérémonie, Nguessansi Bakona Edouard, préfet du département de Taï, a bénéficié pour l'occasion du total soutien du nouveau maire de la commune Bayala Hippolyte. Sous une fine pluie, que la manifestation festive a pris fin avec le défilé des corps constitués régaliens et civils. Les populations de Fakobli ont marqué d'une pierre blanche la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Salut aux couleurs, puis message à ses concitoyens. Diane Bassenima, préfet du département, a exhorté la jeunesse à se prendre en charge et à se détourner de la consommation des stupéfiants, fléau très récurrent dans la zone. À l'ensemble des fils et filles, il a recommandé l'union pour bâtir leur localité. Un défilé des forces vives de Fakobli a embelli davantage la fête. Les populations de Bouna ne sont pas restées en marge de la célébration de l'an 59 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elles ont pris d'assaut la terre principale de la ville pour traduire leur attachement à leur patrie. Le préfet des régions, préfet du département de Bouna, a souligné que malgré les efforts consentis par l'État dans la région, de nombreux défis restent à relever. Entre autres, l'orpaillage clandestin qui constitue une véritable source d'insécurité dans la région et la fuite des noix de cajou et des karités à destination des pays voisins. Joseph Pandro a cependant félicité l'ensemble des forces de l'ordre qui ont contribué fortement à réduire l'insécurité et le banditisme dans la région. La Côte d'Ivoire indépendante a 59 ans. À Didiéville, la célébration de cet anniversaire n'est pas passée sous silence. Ouattara Fangareba Joseph a demandé au cadre d'accompagner ses efforts au niveau local. Comme à toutes les célébrations de l'indépendance, le défilé des forces de l'ordre des populations et le passage des danses traditionnelles a mis fin à la fête à Didiéville. Kwaku Yao Benoît, préfet de région, préfet du département de Touba, s'exprime aux habitants en ce jour de la commémoration du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire souveraine. Relevant les acquis pour son département du programme social du gouvernement, il a exhorté les acteurs du système éducatif à mettre tout en œuvre pour relever le taux de scolarisation de la petite fille. Défilé des forces vives et diverses activités ont ponctué cette fête. La commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été l'occasion pour Kadigatou Konaté, sous-préfet de Séchi et sa population de faire le pont du développement de leur circonscription administrative. Elle a signifié que les acquis des 9 villages de la sous-préfecture seront renforcés par les actions du programme social du gouvernement. Kadigatou Konaté a également exprimé la gratitude des populations de Séchi au gouvernement pour les travaux de bitumage de l'axe Séchi-Agboville. Un projet qui vient désenclaver sa circonscription administrative, grande productrice de café et de cacao. Le sous-préfet de Séchi et sa population sont accordés sur la culture de la paix et du vivre ensemble pour le développement de leur sous-préfecture. Niakara, dans le handball, les populations n'ont pas voulu se faire compter la commémoration des 50 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Salut aux couleurs nationales a ouvert les cérémonies. Dans son allocution, le préfet du département, Matené Ouattara, a fait la revue des actions entreprises par le gouvernement en faveur du bien-être des populations ivoiriennes, avant de rappeler les acquis de sa localité. Le défilé de toutes les forces vives a donné une note de gaieté à la célébration.
À Grand Bérébi, le sous-préfet Issoufou Dao a mis l'accent sur la cohésion sociale et le foncier rural. La sous-préfecture a enregistré en effet ces derniers temps une dizaine de meurtres dus au foncier rural. Des meurtres qui ont failli entraîner des conflits intercommunautaires. Issoufou Dao appelle donc les populations à continuer de vivre ensemble dans la paix et la cohésion comme par le passé. Un défilé militaire et civil a mis fin à cette commémoration des 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Grand Bérébi. Et la fête peut se poursuivre puisque les Ivoiriens arrêtés en Tunisie le 4 août dernier et convoyés dans le désert ont été libérés. C'est le fruit de l'action menée par le gouvernement ivoirien, saisi par cette affaire et qui a mis tout en œuvre pour obtenir leur libération. Et notez que comment en est-on arrivé à ce dénouement heureux? Élément de réponse avec Abou Sanogo. C'est le dimanche 4 août dernier que 46 Ivoiriens avaient été arrêtés à Sfax, à 270 km de Tunis. Libérés par vagues, la vingtaine convoyée dans le désert, à la frontière entre la Tunisie et la Libye, est enfin libre. La directrice de l'action sociale et de l'information de la direction des Ivoiriens de l'extérieur revient sur les faits. C'était un contrôle en raison de la situation sécuritaire qui prévaut en Tunisie. C'était un regroupement communautaire. Et à la suite de ce regroupement, 46 personnes ont été interpellées. Et sur le champ, 10 ont pu être relâchées avec la pression des associations. Les 36 autres personnes ont été convoyées dans un désert qui est situé à la frontière entre la Tunisie et la Libye, qui est une zone militarisée. Et pendant qu'ils y étaient, une dizaine ont pu être libérés. Donc, il restait 24 personnes. Et les 24 personnes, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ont été libérées avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations. Il s'agit de 15 hommes, 6 femmes et 3 enfants. Les enfants ont été placés dans un foyer et les autres sont dans un centre du Croissant Rouge. Ils reçoivent actuellement des soins et l'assurance a été donnée que dès qu'ils iront mieux, ils pourront regagner leur résidence. Pour arriver à ces résultats, il aura fallu l'engagement des autorités ivoiriennes. Depuis le dimanche 4 août, le gouvernement a tout mis en œuvre pour qu'aujourd'hui, nous arrivions à la libération totale de tous nos compatriotes qui avaient été amenés dans ce désert. Et dans cette collaboration, nous tenons à dire merci aux autorités tunisiennes pour leur implication. Une mission conduite par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur se rendra incessamment en Tunisie en vue de rencontrer la communauté ivoirienne et les autorités tunisiennes pour des discussions autour de la vie des Ivoiriens en Tunisie. De l'autre côté du globe, en Libye, le sang a coulé malheureusement ce samedi. C'est à Benghazi, dans l'est du pays. 2 membres du personnel de la mission de l'ONU ont été tués dans un attentat à la voiture piégée. 8 civils, dont un enfant, ont été blessés. Cette attaque survient moins d'1 mois après un attentat similaire dans la même localité. Notez qu'un gouvernement parallèle est installé dans l'est de la Libye et soutient le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de la région qui a lancé une offensive le 4 avril dernier avec son autoproclamée armée nationale libyenne pour tenter de s'emparer de la capitale, Tripoli. Nous sommes samedi, on va parler nouvelles plus gaies. C'est l'heure de parler culture. Tranche de vie d'Agamé à New York. C'est un recueil de nouvelles de Aminata Kone Cissé, auteure ivoirienne. Elle est notre invitée de la page culture de ce samedi. On vous retrouve, Madame Aminata Kone Cissé. Oui. Alors, dites-nous pourquoi vouloir parler de sa vie dans un ouvrage. Quel intérêt pour les auteurs, pour les lecteurs? Ouais, j'ai décidé de parler de ma vie parce que c'est un témoignage. C'est aussi rendre hommage aux personnes qui m'ont marqué dans ma vie et aussi motiver les plus jeunes. Parce que ils ont besoin de repères. Vraiment motiver les plus jeunes avec ces tranches de ma vie-là. C'est un recueil de 25 nouvelles où je parle de moi, je parle de mes amis, je parle de ma famille, je parle d'éducation, je parle de voyage. Donc, c'est vraiment concentré de tout ça qui donne voilà, ce recueil de nouvelles. D'accord. Et puis, justement, ces tranches de votre vie ont intéressé notre confrère Issa Tchonoyeo. Il a bien lu votre ouvrage. Il le résume si bien. On va regarder ensemble et on en reparle par la suite. L'auteur Aminata Kone Cissé est né à Adjamé, commune de rencontres et d'échanges située dans le district d'Abidjan.
C'est là que l'aventure de l'écriture commence pour elle. Une aventure qui se poursuivra jusqu'à New York, la ville qui ne dort jamais avec la publication de son premier ouvrage, Tranche de vie, d'Adjamé à New York. Un ouvrage dans lequel l'auteur peint le tableau de chaque étape de sa vie. On peut y découvrir ses premiers émois, ses succès, mais aussi des circonstances douloureuses, telles la perte d'un être cher. Les temps forts, dont la demande en mariage, les voyages à New York, Hawaï, Las Vegas, Paris, Houston et les retrouvailles entre amis, sont autant d'aventures que l'auteur partage dans cet ouvrage de 157 pages. Aminata Koné Cissé met également un point d'honneur sur l'amour. Pour elle, l'amour le plus sincère, le plus vrai, est celui qu'on partage en famille. À travers ce recueil de nouvelles, Aminata Koné espère se faire une place de choix dans le cœur des lecteurs d'ici et d'ailleurs. Alors, votre héroïne Alissa Diarra nous fait découvrir les grandes étapes de sa vie de gamine. Oui. Le voyage de sa vie commence à Adjamé. Oui. Alissa Diarra, on pourra dire aussi que c'est Aminata Koné Cissé. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué justement dans cette cour familiale? Dans cette cour familiale, c'est l'amour. L'amour sous toutes ses formes. L'amour entre mes frères et mes sœurs, l'amour filial, l'amour des études, l'amour de la religion. Tout était concentré dans cette cour voilà, à Adjamé. Et il fallait que les autres le découvrent avec moi. Il fallait que les autres le découvrent avec moi parce que c'était une cour spéciale. D'accord. Alors, vous mettez l'accent sur l'éducation distillée par vos parents, oui. Papa et maman, vous l'avez dit dans l'ouvrage, oui. étaient analphabètes. Oui. Comment arrivait-il donc justement à vous encadrer pour les études? Alors, leur côté analphabète, justement, ne les a pas empêchés de nous surveiller. Ça ne les a pas empêchés de nous aider à faire nos devoirs. Maman, c'était... voilà, quand il est l'heure de travailler, vous venez vous asseoir à côté d'elle. Elle a sa chicotte pour voilà, dissuader... Même quand elle ne savait pas lire. Elle ne savait pas lire. Nous sommes... on l'a aidée voilà, à apprendre à lire les chiffres, par exemple. Donc aujourd'hui... elle lit les chiffres, elle compose ses numéros. Mon père était illettré, il était autodidacte. Il a appris à lire lui-même. Il arrivait à lire les pages du journal. Et voilà, il nous aidait avec nos devoirs. Et ils encourageaient les plus grandes à encadrer les plus petites. Parce que je viens d'une grande famille. Nous sommes 8 filles et un garçon. Et à côté de ça, maman avait d'autres enfants qui ont grandi dans cette cour avec nous. Donc, on s'encadrait les uns les autres. Donc, quand on finissait, voilà, quand on finissait une classe, il fallait encadrer le plus jeune. Donc, la relève était assurée. La relève était assurée. Alors, vous évoquez les liens de famille exceptionnels qui ont fortement contribué à votre réussite. Oui. Parlez-nous de ces liens. Qu'est-ce qui faisait l'exception de cette famille Diarra? Comme je le dis, hein, c'est l'amour. L'amour entre nous. Le fait qu'on soit... C'était donc comme un long fleuve qui était tranquille. Oui, les Américains diraient, oui, very close. C'est vraiment ce lien, on est très, très, très liés. Je ne peux pas faire une journée sans parler à toutes mes sœurs, sans parler à mes frères. Et ça, c'est à quel point nous sommes liés. On partage tout. Mais dans ce voyage auquel vous nous conviez, en première classe bien sûr, d'Adjamé à New York, donc on est confortablement installé, il y a eu quand même des larmes. Oui, forcément. Et comment est-ce que vous arriviez donc à surmonter? La vie ne peut pas être un long fleuve tranquille, jalonné que de belles choses. Quand il y a eu le décès de l'homme le plus important de nos vies, et ça c'était mon père. Et justement, nous nous sommes soutenus dans ce malheur-là. On a pensé à un moment donné que papa ne mourrait jamais, qu'il ne partirait jamais. Il était tellement un modèle pour vous. Il était un modèle de vertu, un modèle de travail, un modèle d'abnégation au travail. Et c'était notre tout. Et on n'aurait pas pu avoir un meilleur modèle que cet homme-là. Les leçons donc à tirer pour les lecteurs qui vous suivent? Pour les lecteurs, c'est d'abord d'être des repères, surtout aux parents, d'être des repères pour leurs enfants, d'inculquer les valeurs aux enfants dès le bas âge, parce que c'est la base la plus importante. Quand la base est ratée, c'est difficile. On peut rattraper, mais c'est difficile de rattraper.
et de mettre la religion aussi au centre de nos vies. C'est très important. Quand on a perdu papa, c'est la foi qui nous a sauvés. C'est la foi qui nous a aidés à nous relever. D'accord. Alors, nous allons aborder votre vie d'adolescence ou encore d'Alice Diarra, votre héroïne. On dit en général que c'est un moment de turbulence chez les enfants. Comment avez-vous maintenu le cap en dehors du cadre familial? Parce qu'après, vous avez quitté les parents. Oui. C'est vrai que l'adolescence est une période très difficile, mais quand on a la chance d'être bien encadré, et j'insiste sur ce fait, à la maison et à l'école, j'ai eu la chance de fréquenter des établissements d'excellence, et ça forgeait aussi... Par le fruit de votre travail, il faut préciser. Oui, par le fruit de mon travail. J'ai été orientée après mon BEPC au lycée Sainte-Marie de Cocody, et tout le monde sait la réputation de ce lycée qui m'est très cher. Donc voilà, le travail des parents doit être complété par le travail de nos encadreurs, de nos éducateurs, de nos professeurs qui doivent être un réel modèle pour les enfants. On voit des enfants qui sont bien encadrés à la maison, mais en dehors du cadre familial, alors c'est autre chose. Vous, comment est-ce que vous avez réussi à traverser ce moment de turbulence lors de votre adolescence? Je dirais que l'effort que les parents font doivent être ressentis à l'extérieur. Il ne faut pas éduquer son enfant juste pour être poli à la maison. Il faut enseigner à l'enfant que ce que le professeur ou l'éducateur fait à l'école, ben voilà, c'est pour son bien. Et quand ça c'est bien perçu par l'enfant, dehors, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, le choix des amis à cette période de la vie est important selon vous. Dites-nous pourquoi. Oui, le choix des amis est très important parce qu'avec des amis forts... Voilà de l'adolescence pour vous. Oui, pour l'adolescence. Avec des amis qui ont des valeurs, on avance. Et avec des amis aussi peuvent nous entraîner sur le mauvais chemin. Donc, c'est important. Alors, nous, le choix des amis à la maison, c'était contrôlé par les plus grandes. Quand tu as un nouvel ami ou tu as une nouvelle amie que tu invites à la maison, il y a un moment, il y a mon père qui était un peu plus discret sur ça, mais les plus grandes. Donc les parents, les frères et sœurs étaient regardants. Très regardants. Vous avez fréquenté, vous l'avez dit, des écoles d'excellence, vous avez même poursuivi vos études aux États-Unis. Vous avez certainement eu plus de chance, non, que d'autres enfants dont les parents n'ont pas eu de moyens financiers. Alors, je dirais que mon père n'avait pas grand moyen. Il était commerçant au marché d'Adjamé. Il n'était pas, disons, riche, mais il était riche de ses valeurs. Et voilà, c'est le travail qui nous a envoyés aux États-Unis. Et même là-bas, ce qui est intéressant sur le territoire américain, on peut travailler pendant qu'on va à l'école. C'est vrai que les heures seront réduites, mais on peut travailler. C'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que nous avons fait, mes sœurs et moi. Ma grande sœur avait un salon de coiffure à Brooklyn, à New York. Donc, nos heures étaient partagées entre les études et le travail. Vous alliez les deux, vous avez eu de bons résultats aujourd'hui. Et donc, vous désiriez devenir bilingue, vous l'êtes, avec en poche un diplôme américain, un Master of Business Administration, MBA, j'espère que je prononce bien. Master of Business Administration. Vous êtes une épouse, une mère comblée. Votre rêve s'est réalisé, mais au prix de 1000 efforts. Alors, quels sont donc les sacrifices que vous avez consentis pour y arriver? Alors, pour résumer. On n'arrive pas, on ne réalise pas ses rêves en dormant, bien entendu. Il y a une citation comme ça de Nelson Mandela que j'adore. Il dit « A winner is a dreamer that never gives up ». Et alors ça, c'est pour dire un gagnant, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais. Moi, j'ai rêvé. Dans ma petite chambre d'Adjamé, je rêvais de parler l'anglais comme je parle le français. Avec un père qui n'était pas lettré, qui était illettré, avec une mère analphabète, mais vous avez réussi à réaliser votre rêve. Et c'était possible. Rêve. Alors, ce que je faisais, je ne pouvais pas voyager dans tous ces états. Je lisais ça dans mes livres. Hein. Je voyageais à travers la littérature. Et j'avais de grands projets pour moi-même. Je voulais être bilingue, je voulais parler l'anglais, je voulais enseigner l'anglais. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'arrive à le faire. Alors, on peut rêver grand, on peut réaliser ses rêves en travaillant dur. Est-ce que tous les rêves peuvent être réalisés selon vous? Vous dites oui. Alors, je dirais qu'il ne faut pas avoir des rêves fous non plus. Mais il ne faut pas se donner de limites. C'est ce que je dirais. On réalise ses rêves avec beaucoup de travail et je dirais avec beaucoup de patience aussi. Il ne faut pas se donner un chemin de vie et vouloir le réaliser en une année. Voilà. D'accord. Alors, qu'avez-vous à dire à vos soeurs et à vos frères qui vous regardent et qui continuent de croire que l'Eldorado, c'est forcément ailleurs et qui n'hésitent d'ailleurs pas à affronter la mer pour parvenir à leur fin? Alors, à ceux qui n'hésitent pas à affronter la mer, affronter la mer, c'est moyen, si dangereux. Je leur dirais que pour moi, l'Eldorado, c'est là où on est épanoui.
on n'a pas besoin d'être en Europe ou aux États-Unis pour être épanoui. Après, vous êtes parti aux États-Unis? Oui, et je suis revenue. Et c'était mon projet de vie, c'était de partir. C'était vraiment un chemin de vie, c'était un passage que j'ai voulu effectuer. Et je suis revenue chez moi. Et vous êtes bien intégrée dans la vie active. Oui. Merci, Madame Aminata Kone Cissé, de nous avoir partagé des pans de votre vie dans votre ouvrage. Tranche de vie d'Agamé à New York, un ouvrage que je recommande fortement aux lecteurs, aux jeunes Africains qui nous regardent, aux jeunes Ivoiriens qui nous regardent. Vous avez grandi à Agamé, vous avez voyagé, vous êtes revenu dans votre pays, la Côte d'Ivoire, pour participer à son développement. Absolument. Merci d'avoir été notre invité. Je vous en La prie. page culture ce soir. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez un autre jeune dynamique, Kolo Klubali, et demain 13h, un autre jeune également, Hamza Diaby. Moi, je vous donne rendez-vous à 20h demain. Très belle soirée sur RTI.